qu'est-ce qu'un contrat de phase? Le contrat de phase, c'est aussi appelé la gamme d'usinage, puis c'est la recette à utiliser pour usiner votre pièce. Donc, ça comprend les séquences des opérations, dans quel ordre vous allez faire les étapes. Ça comprend toute la conception de comment usiner la pièce, quel outil utiliser, quelle avance utiliser, quel RPM ou quelle rotation utiliser. En fait, c'est votre recette au complet. À quoi sert le contrat de phase? Bien, ça sert à plusieurs choses. La première chose, c'est d'éviter les erreurs. Donc, si vous avez déjà planifié votre usinage, vous avez fait le tour de toutes les séquences d'usinage en calculant les vitesses, les outils utilisés et tout ça, si votre stratégie est claire et vous avez fait le tour de votre usinage avant même de vous présenter à l'atelier, c'est sûr que si vous avez trouvé des erreurs en cours d'usinage, en cours de conception, c'est facile de le rétablir. Alors qu'en cours d'usinage, c'est un peu plus compliqué parce que si vous dites « Ah, j'aurais pas dû faire les trous tout de suite, ça m'empêche de faire telle autre chose. » Mais là, c'est un peu trop tard quand les trous sont déjà faits, par exemple. Donc oui, ça permet une meilleure efficacité et ça évite les erreurs. L'autre chose, c'est que ça évite aussi ça facilite la séance d'usinage. Parce que si vous n'avez pas de contrat de phase, puis vous voyez le plan, vous faites la conception en même temps que vous usinez, bien, c'est dur parce que vous allez usiner peut-être pendant un 5-6 heures de temps, puis là, votre cerveau va être occupé à faire de la conception, à vous faire attention à la pièce, vous faire attention à l'usinage, c'est beaucoup de choses. Tandis que si toute la conception d'usinage a été faite d'avance, quand vous vous présentez à l'atelier, il faut juste suivre la recette. Donc là, tout ce que vous avez à vous soucier, c'est que si l'outil tourne sur le bon bord, si votre pièce est bien mise en l'étau, si tout est correct en fait. Vous n'avez pas à vous soucier de ça va être quelle opération qui vient avant, et puis tout ça. C'est tout déjà pensé d'avance. Fait qu'usiner, quand vous avez juste à suivre une recette, usiner pendant 5-6 heures de temps, c'est pas mal plus facile que si vous usinez 5-6 heures de temps, en plus qu'il faut faire la conception en même temps. Fait que ça demande trop de jus de cerveau quand il faut tout faire en même temps. Une autre utilité, c'est aussi de prévoir l'usinage. Par exemple, si vous avez besoin d'un outil spécial, bien, vous allez pouvoir le prévoir, vous allez pouvoir le commander s'il faut. Vous allez être capable d'assurer que tout est fait dans les temps ou avec les outils requis. C'est aussi ça, ce n'est pas votre cas dans le cadre de votre cours, mais en industrie, ça peut tellement arriver de dire, bon, mais là, pour faire tel usinage, on a besoin de telle machine, donc on va la réserver. Fait qu'on est capable de prévoir, ça va prendre quoi comme ressource sur le plancher, ça va prendre quoi comme ressource d'outillage. On va pouvoir déterminer le coût de fabrication de la pièce, donc on peut charger adéquatement à notre client. Fait que ça va servir à ça. Fait que c'est ça en gros le contrat de phase. C'est certain que si c'est la même personne qui fait le contrat de phase que la personne cuisine, bien, parfois, on a une tendance à tourner les coins ronds un petit peu puis d'aller vite dans le contrat de phase. Mais ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment s'attarder comme si c'était une autre personne qui va le faire. Puis souvent, dans les industries, la personne qui va faire le contrat de phase, ce ne sera pas la même personne qui va usiner. Fait qu'il faut s'habituer à être bien détaillé puis de tout mettre les informations qu'on doit mettre pour que le contrat de phase soit clair. Pour illustrer ce qu'est un contrat de phase, on va utiliser le contrat de phase qui a été mis à votre disposition sur Teams. C'est celui-là ici. On va passer un onglet à la fois, puis vous allez comprendre les subtilités du contrat de phase. La première feuille, c'est la feuille principale. Donc, vous devez indiquer le nom il faut remplir les cases ici, en fait. Il faut remplir le nom du projet, mettre votre nom ici, la date de création, le nom de la pièce, le numéro de la pièce, puis le numéro du dessin. Un coup que ça s'est fait, vous devez remplir les identifications de sous-phase. En fait, une phase, c'est une prise en étau. Mettons qu'on va prendre tout de suite ces étapes-là ici, qui sont les étapes sur la fraiseuse. Donc, il faut, à chaque fois que vous prenez un étau de façon différente ou dans un gabarit, c'est une phase en soi. C'est pour ça que c'est un contrat de phase, c'est qu'il y a plein de phases qui se succèdent. Donc, par exemple, si vous prenez d'une façon dans un étau, vous prenez haut dans les mares avec un certain isostatisme, bien, ça, c'est une phase. Si vous changez votre pièce, puis il faut faire une nouvelle mise en mare ou en gabarit, bien, c'est une deuxième phase. Fait qu'à chaque fois que vous changez de setup ou de montage, c'est une phase. Mais le contrat de phase comprend plusieurs étapes. Comme par exemple, pour votre pièce que vous allez devoir faire, qui est la pièce ici, bien, ça, c'est la pièce finale que vous devez usiner. Bien, il y a plusieurs étapes. Fait que la première étape, c'est la préparation du brut. Donc, on va sur la scie, on coupe le brut. Fait que, habituellement,
les numéros ici, 10, 20, 30, 40, ça désigne une machine, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ça, c'est le code qu'on s'est donné en génie mécanique à Drummondville, mais il peut y avoir plusieurs façons d'identifier les activités. En fait, c'est souvent standard pour une entreprise, puis l'important, c'est que les phases ou les sous-phases soient en ordre chronologique, juste pour simplifier la compréhension du document. Donc, nous, on a dit la première opération, c'est sur la scie, donc c'est l'item 10. La deuxième opération, ben, c'est pas sur une machine, puis on l'a appelé 20, les bavurages de la pièce. Ça, c'est pas tout le temps inscrit parce que c'est comme su que avant d'aller sur la fraiseuse, il faut ébavurer la pièce. Mais là, vu que c'est votre première pièce, puis on va être sûr que cette étape-là est bien faite, ben, on l'a mis comme une phase. Ben, voyez-vous, il n'y a pas des règles vraiment strictes. Il faut juste que le contrat de phase soit vraiment clair puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les étapes à faire. Donc, c'est une bonne idée de mettre l'étape 20 pour la première pièce. Les autres étapes ici, c'est des étapes de fraisage. Fait on va les voir une par une. C'est dresser la première face, dresser la deuxième face, la troisième face, la quatrième face, et ainsi de suite. Faut pas aller trop en détail là-dedans. Il faut juste mettre en gros, ça va être quoi les étapes de chacune des phases. Puis après ça, quand on va dans des onglets des phases concernées, bien là, on a les détails. Ici, on aurait pu mettre les phases 30G et 30H, mettons, mais on peut aussi les mettre différemment. Comme par exemple, ici, ça a été mis avec des chiffres différents parce que on prévoyait le faire dans une séance d'usinage différente, dans une autre journée. Mais ça aurait très bien pu être on aurait pu continuer les 30, mais ça peut avoir une signification différente si on change les chiffres. Par exemple, dans l'industrie, on peut dire bien, tout ce qui est 40, bien, ça va être usiné à un sous-contractant ou sur une machine spéciale. On aurait pu dire, mettons, dans notre atelier que certaines fraiseuses sont réservées pour le dressage, puis d'autres fraiseuses sont réservées pour le rainurage. Donc, on peut dire qu'on change les chiffres. Fait que ça, en fait, là, c'est à vous à déterminer l'ordre ou une logique pour que ce soit facile à suivre. Fait que ça, c'est une partie importante. C'est comme la table des matières, si on veut, des onglets qui vont s'en venir. Puis ça va être le dessus de votre document de travail. Donc, c'est facile à voir ce qui en vient comme étape. L'autre, le lexique, en fait, il n'y a rien à rentrer là-dedans, c'est déjà statique, c'est juste pour rappeler ça va être quoi les abréviations qu'on utilise plus tard dans les sous-phases. On va le voir dans 2 secondes. On donne un exemple ici, on veut que l'appui de plan, mettons, soit sur F3, puis on met P, F3. Donc, P devient appui plan, puis c'est F3. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, les autres onglets qui vont suivre, c'est les sous-phases, c'est les stratégies d'usinage, en fait. Ça, vous avez toutes les phases sont inscrites parce que le contrat de phase est complet. Mais quand vous allez en faire un nouveau, bien, vous allez devoir les créer, ces phases-là. Fait que si on clique sur la sous-phase, par exemple A, 30A, ça c'est la sous-phase ici. Puis si jamais vous voulez créer un autre onglet sous-phase, le plus facile, c'est de copier ce qui est déjà existant, puis juste effacer, en fait, pour la corriger. Fait que pour faire ça, on clique sur l'onglet de la sous-phase qu'on veut copier avec le piton de droite. On va dans déplacer ou copier. Puis là, on dit créer une copie, parce qu'on ne veut pas juste la déplacer, on veut créer une copie. Puis on peut dire, nous, on aimerait que la nouvelle phase soit juste avant, exemple, la sous-phase 30B. Fait qu'on choisit ici. Fait qu'il va insérer la sous-phase ici. Fait que ça, on fait OK. Voyez-vous, il l'insère ici. S'il l'insère pas à bonne place, c'est pas plus compliqué que ça. Même si un coup qui est créé, on appuie sur le piton de gauche de la souris, puis on peut la déplacer où ce qu'on veut. Fait que c'est facile de déplacer. Là, j'appuie sur le piton de gauche, puis je peux la ramener où ce que je veux. Puis quand vous faites une nouvelle sous-phase, ben, peu importe, quand il y a une sous-phase qui a été créée de cette façon-là, la sous-phase est déjà indiquée ici en haut. Voyez-vous, il vient juste copier le nom de la sous-phase. Fait que si vous changez le nom ici en renommé, puis vous mettez une phase, peu importe, ben, le nom va changer ici aussi en même temps. Puis pourquoi je vais l'effacer? Puis pourquoi c'est important de répéter la sous-phase-là? C'est que quand vous allez être sur le plancher, bien, vous ne serez pas dans Excel, fait que vous n'aurez pas ces onglets-là. Fait que c'est le fun d'avoir la sous-phase ici. Donc, vous regardez dans votre feuille principale, vous dites, ah oui, je suis rendu à la sous-phase, exemple 30A. Tu viens ici, puis là, tu dis, oui, c'est 30A, c'est celle-là. Puis ça vous dit quoi faire. Fait que c'est important d'avoir de prendre le temps de faire de remplir les entêtes, en fait. Fait qu'on sait que c'est un montage en étau, on sait que c'est sur la fraiseuse, on sait c'est quoi l'acier, on sait c'est quoi la dimension du brut. Ça. Puis comme par exemple, ici, le brut, ça, c'est la dimension qui a été coupée à l'acier. Mais si on prend une phase ultérieure, par exemple la phase 30B, puis on dit le brut, c'est 30A. Fait on va se servir de la pièce usinée en 30A pour faire la 30B, ainsi de suite. Donc, si on prend 30E, bien, ça va être la phase d'avant qui devient le brut pour la phase en cours.
Maintenant qu'on sait comment créer des onglets de sous-phase, on va regarder l'exemple ici pour voir comment elle a été bâtie, comment le contrat de phase a été bâti. Donc, on prend la sous-phase 30A, puis c'est dans le croquis ici qu'il faut dire comment va être assemblé, comment va être usinée la pièce. Puis avant de faire ça, c'est une bonne idée d'aller voir la pièce pour voir c'est quoi les enjeux. Fait que la pièce qu'il faut faire, évidemment, est au plein ici. Puis on peut définir les surfaces. Mettons qu'on dit que la surface du dessous, c'est 1. La surface ici, c'est 2, 3, 3, 4, c'est sur le côté, 5 serait en arrière, puis 6 serait ici, mettons. Ça, on peut déjà tout le prendre en photo pour aller le mettre dans le Excel plus tard, comme c'est ici. Ça va nous aider. Fait que si on regarde le dessin comme tel, le dessin, on regarde ici, qu'est-ce qu'il y a. On veut tout d'abord, avant de commencer à faire des rainures et tout ça, on va dresser la pièce. Ça veut dire qu'on va les mettre toutes d'équerre, toutes droites, toutes parallèles selon les caractéristiques du plan. On voit, si on regarde le plan comme il faut, il n'y a pas vraiment de caractéristique spéciale sur le dressage, mis à part cette caractéristique-là, qui est une caractéristique de perpendicularité par rapport à A, puis le A, il est ici. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que ça ici, il faut qu'il soit perpendiculaire à A, avec, pour faire un petit rappel, ça veut juste dire que si on fait deux lignes comme ça, de façon très perpendiculaire au datum A, puis les lignes sont espacées de 0.005, comme le mentionne ici la cote, bien, il faut que la partie, il faut que la pièce, ici, il faut qu'elle soit à l'intérieur de ces deux lignes-là. Fait que ça ne peut pas être trop croche comme ça. Si on dépasse les lignes, c'est pas bon. C'est juste ça que ça veut dire. Fait que si on revient ici à notre dessin, on enlève tout ça, on a juste cette cote-là qu'il faut faire attention. Sinon, il n'y a pas vraiment de code de spécial pour. Il n'y a pas de code géométrique spécial pour le dressage. Fait que si on tourne dans notre Excel, on vient ici, on peut copier ce qu'on a pris en photo dans notre dessin. Ça va juste nous aider à faire le plan comme il faut. En fait, si on regarde, en premier, il faut remplir l'entête ici, évidemment, mettre c'est quoi la dimension du brut, mettre les référentiels, on va le prendre dans 2 secondes. Fait que là, ici, si on regarde, ça, c'est la vue du dessus qu'on voit ici. On a la vue du dessus du mât fixe, la vue du dessus du mât mobile, puis ça, c'est la vue de côté. Fait que ce qu'on dit ici, c'est qu'on va commencer par usiner la pièce B1. Puis, ben pas la pièce, mais la surface B1. Fait que B1, ce serait le dessous ici, là. Fait que ce serait le dessous qu'on ferait. Donc, évidemment, si B1 est sur le dessus, ben B3 est en dessous. Donc, ça devient en dessous. Le B4 est sur le côté. Puis, voyez-vous, fait qu'on accoterait ça sur le mât qui serait fixe. Le mât mobile serait ici. Vous comprenez le principe. Fait que c'est la façon de s'y prendre. Puis là, il faut regarder ici le référentiel. Le référentiel, lui, il dit que ça va être comment l'isostatisme va être défini. Fait qu'on dit que l'appui plan va être sur B4. L'appui plan B4, donc la surface B4 qui est ici. Donc, on peut savoir que vu que c'est un appui plan, on sait que la parallèle, que la pièce va être basse dans les mâts. Mettons, les mâts sont ici. Fait que la pièce, ça va être basse dans les mâts. Parce qu'on veut que l'appui plan soit ici. L'appui trait va être B3. Fait que l'appui trait est en dessous. Fait qu'on peut imaginer qu'on a des petites parallèles ici. Parallèle qui serait comme en dessous de la pièce. Sur la surface B3, qui est ici. Et l'appui trait sur B6, qui serait ici. Donc B6, ça serait comme un point ou un appui quelconque. Fait que, voyez-vous, on n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de tout dessiner de façon très, très, très détaillée. Juste en. Oups. Juste en étant précis dans notre. Dans nos indications ici, ben, c'est suffisant pour tout comprendre, en fait. Puis si on vient au dessin, au schéma, vous allez voir que les surfaces sont identifiées dans des carrés ici. Puis le B veut juste dire B, c'est pour brut. Fait que ce qu'on usine, c'est la surface B1, donc le brut, la surface 1. Quand ça va être usiné, on va l'appeler F1. F pour surface finie. Fait que B pour brut, F pour fini. Mais maintenant, on voit qu'il
les appuis ont été pris sur des surfaces brutes. C'est ce qui n'est pas nécessairement idéal parce qu'on essaie tout le temps d'avoir des surfaces finies pour avoir une bonne appui. Sauf que là, on n'a pas le choix ben d'y aller comme ça parce que c'est notre première phase d'usinage, donc c'est sûr qu'on s'appuie sur du brut. Mais le choix du brut a quand même été choisi, il a quand même été positionné de façon adéquate ou intelligente parce que si on regarde le brut dans lequel on l'a pris ici, ce brut-là ici, il vient d'une partie qui avait déjà 1 pouce 3 quarts de hauteur, puis ça a été coupé dans ce sens-là sur le 3 pouces. Fait que les traits ici, quand on regarde ici, il y a des traits ici qui ne sont pas super droites comparativement aux surfaces qui sont ici. Donc, on a choisi des surfaces brutes, oui, mais c'est quand même assez lisse comparé à ces surfaces-là ici. Fait que ça, c'est la première partie. Puis quand on usine, je vais juste tasser ça. Ce qu'il faut marquer, on voit ici, on a dressé avec l'outil 1. L'outil 1 est ici. C'est bien de marquer autant de détails qu'on peut. On sait par exemple que c'est un outil, par exemple, avec des passés de carbure, c'est un diamètre de 3 pouces, une fraise de surface. Si vous le savez, vous le marquez. Ça va vous aider à calculer les vitesses de RPM d'avance et les profondeurs de coupe. Mais ça, on va le voir dans une autre vidéo. Fait qu'on met l'information ici si on la possède. Maintenant que la surface 30A a été faite, on commence la surface 30B. Voyez-vous, si on va dans le brut ici, on dit que le brut de la surface 30B est le brut de 30A. Donc, ça vient vraiment de cette partie-là ici qu'on vient d'usiner. Je peux importer le dessin. Ici. Fait que voyez-vous, on a usiné. On a usiné la partie 1 ici. Là, on va usiner la partie 2. Après ça, la partie 3 et la partie 4 dans des surfaces différentes. Fait que c'est la stratégie. Fait que si on regarde la surface ici, la surface B, la surface B, 30B, ben, on usine la surface 2, qui est ici. Mais notre appui-plan est F1, donc on se sert du 1 qu'on a usiné la phase précédente. Puis voyez-vous, si on regarde les référentiels, ben, l'appui-plan est sur F1. Fait que ça veut dire que les parallèles la piste était basse dans les mares plutôt. En faisant ça, on s'assure que la partie du dessus est perpendiculaire à la surface 1. Donc, on vient s'assurer que ça va être perpendiculaire. Puis, on va faire le tour comme ça en faisant dans les autres surfaces. Donc, on va tout le temps s'assurer que ces coins-là vont être parallèles, pas parallèles, mais perpendiculaires un à l'autre. Puis, c'est convenable. Il n'y a pas de restriction dans le plan qui dit que ce n'est pas correct. Donc, on peut vraiment l'utiliser comme stratégie d'usinage. Puis en fait, quand on est bas dans les mares, ben, ça donne de la stabilité en plus, de la rigidité au montage, donc c'est une bonne chose. Donc ça va être la façon d'usiner cette partie-là. Fait que là, on regarde, je vais juste enlever ça. Comme ça. Puis là, ben, on voit qu'on dresse la phase B2. Puis là, la phase de surface n'est pas aussi détaillée qu'ici. Voyez-vous, ici, on l'avait détaillé un petit peu plus. Ce qu'on peut faire, je vais juste regarder. Ouais, les autres surfaces, voyez-vous, si je change de surface, la phase de surface est toujours ici n'est pas nécessairement bien détaillée. Fait que, ce qu'on peut faire, on peut aller ici qu'on aime la description, on fait CTRL-C, puis ici on vient choisir la surface, puis j'appuie sur le bouton majuscule du clavier pour tout choisir ces surfaces-là ici. Puis après ça, je vais venir ici, je vais faire CTRL-V pour le copier. Fait que voyez-vous, ce que j'ai mis ici va être reflété dans toutes ces surfaces-là. Fait que si je viens ici, voyez-vous, la description a été changée. Un petit truc d'Excel comme ça. Elle, on ne l'a pas fait parce que c'était différent. Donc, la surface 30A, 30B, 30C puis 30D, puis on a juste, en fait, venir usiner tous les côtés ici. Là, ce qui va rester, c'est usiner le 5 et le 6. Donc, les surfaces de A à D, mais c'est tout le temps la même stratégie de montage, en fait. Maintenant que tous ces côtés-là ont été usinés, maintenant que tous ces côtés-là ont été usinés, il nous reste le côté 5 et la surface 6 à faire. Supposons que on le regarde dans la vue isométrique ici. On voit que si on s'accote sur le mât fixe, comme c'est demandé ici, le F1 va être accoté sur le mât fixe.
Ça va assurer que l'usinage va être perpendiculaire ici. Je vais peut-être le mettre en rouge, là. Ça, si ça va être perpendiculaire, ça va. Mais il n'y a rien qui va nous dire que la surface va être perpendiculaire à cette surface-là. Fait qu'on n'a pas d'appui. Fait que la façon d'y arriver, c'est, si mettons je dessine l'étau qui était comme ça, mettons ici. Une façon d'y arriver, c'est de mettre un outil, c'est de mettre un équerre comme ça sur la pièce. Puis ça, on va s'assurer que cette pièce-là est d'équerre avec le fond de l'étau. Fait que cette partie-là va devenir notre appui-trait ici. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, c'est de s'assurer que cette partie-là ici est vraiment verticale en prenant un palpeur. Fait qu'on peut venir avec un cadran ici, puis on vient rouler avec un palpeur ici, puis on monte de haut en bas jusqu'à temps. En fait, on fait pivoter le cube de ce côté-là ici, comme ça, jusqu'à temps que cette surface-là soit vraiment, vraiment perpendiculaire à la base. Ça va nous assurer que cette partie-là aussi est perpendiculaire. Donc, l'étau s'assure que ça, c'est perpendiculaire. Puis ça va s'assurer que ça aussi, l'équerre ou cette fonction-là s'assure que l'équerrage va être bon aussi comme ça. Si on ne fait pas ça, si on ne sert pas si on ne prend pas soin de cette partie-là, de le mettre vraiment, de le mettre vraiment vertical, mais ce qu'on peut faire, ce qui va arriver, c'est quand on va usiner la surface B5, bien, peut-être que l'usinage va être comme ça en fait. On va usiner pas en angle. Ben, on va usiner droit, mais la pièce est croche, ben, ça va faire une pièce unique qui va être en angle. Fait que si on veut vraiment s'assurer que ça ici, c'est d'équerre, ben, il faut s'assurer que ça soit vraiment vertical. Soit avec une parallèle, pas une parallèle, mais un équerre de précision, ou soit avec un palpeur. C'est pour ça ici qu'on dit que l'appui-trait, ça va être F4. Fait que le F4 ici, on a choisi ce côté-là ici. Fait que l'appui-plan, c'est le fond ici. C'est le F1. L'appui-trait, c'est F4. Ça veut dire qu'on a mis une parallèle ici. Pas une parallèle, mais un équerre de précision ou un palpeur pour s'assurer que cette partie-là soit vraiment verticale. Fait qu'on a assuré la perpendicularité ici. Puis l'appui-point qui était B6, ben lui, on l'a juste mis en dessous. Ça, c'est le plus ou moins important. Fait qu'un coup, c'est comme ça, on va être capable d'usiner cette surface-là sans aucun problème. Puis ça va s'assurer qu'on va être vraiment perpendiculaire à la surface F3 et F2. Maintenant que 5 faces sont usinées, il reste juste à usiner la 6e face. Il reste à usiner cette face-là ici. Puis voyez-vous ici, j'ai fait ça un petit peu en barbeau tout croche en voulant dire que ça n'a pas été usiné. Maintenant, vous voyez ici, ça c'est tout droit, tout a été usiné correctement. Donc, si c'est fait correctement, justement, on sait que ça va être les angles ici, ils vont être à 90 degrés partout. Donc, au lieu d'avoir à se mettre un équerre sur la surface, exemple F4 ou F2, pour assurer la perpendicularité, on peut se servir de la base. On peut se servir de, ben là, finalement, c'est plus B5, c'est F5 qui a été usiné. Fait qu'on peut se servir de F5 pour faire B6. Donc, on pourrait, par exemple, se mettre une parallèle en dessous, ici. Puis, on viendrait s'appuyer sur la parallèle pour faire l'appui-trait. Donc, voyez-vous ici, dans le contrat de phase, on dit que l'appui-plan, c'est F1. Donc, le mât fixe, il sert d'appui-plan. L'appui-trait va être le dessous qui va être B5. Ben, c'est F5, c'est-à-dire, comme ici. On mentionne ici. Puis, on a mis un appui-point sur F4 qui est ici, un appui-point comme ça. Fait qu'en faisant ça de cette méthode-là, c'est sûr qu'on s'assure que tout est perpendiculaire partout. Fait qu'on il reste à passer la fraise de surfacé pour que tout soit égal. Évidemment, pour toutes les étapes qu'on vient de mentionner, il faut vraiment contrôler la hauteur pour s'assurer qu'on est dans les cotes demandées au plan. Maintenant que toutes les faces sont usinées, il reste à faire les détails sur la surface 3 et la surface 6. C'est quelle stratégie qu'on devrait prendre? En fait, une des stratégies, c'est que quand on commence une surface, ça serait bien de toute la finir. Fait que dans la même sous-phase, on pourrait faire le congé ici, le trou, les rainures et le chanfrein. Et l'autre sous-phase pourrait être une autre prise en étau pour venir faire l'alésage ici et la piscine. Mais quel qu'on fait en premier? En fait, si on y pense comme il faut, ça serait idéal de faire la surface 6 en premier. Pourquoi? On va aller voir le plan. Ça va être plus facile comme ça va être plus détaillé. C'est que, voyez-vous,
si on regarde le trou qu'on vient faire ici, on vient passer à travers tout ça ici, puis on libère, on ne passe pas à travers ce trou-là. Le trou, il est à côté. Le trou qui est barre en barre est à côté du trou à léser ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Fait qu'on n'a pas d'impact. Par contre, si on faisait cette rainure-là ici, je vais le dessiner, si on faisait cette rainure-là ici, bien, voyez-vous, quand on va usiner le trou, quand on va usiner l'alésage ici, on va venir passer dans la rainure. Voyez-vous ici, l'outil va frapper ça ici. Puis ça, c'est pas idéal pour un outil au carbure parce que vous allez voir sur la tête à léser que c'est pas bien qu'un outil au carbure frappe tout le temps. C'est l'entrée dans une matière qui fait mal. Un coup que l'outil est engagé dans la matière, ça va bien. Mais c'est rentré. Fait qu'à chaque fois que l'outil va passer à travers cette rainure-là ici, il va avoir un impact. Ça fait comme toc, toc, toc. C'est pas idéal. Fait qu'idéalement, on devrait commencer par faire cette rainure-là. Puis tant qu'à être sur cette face-là, on pourrait faire la piscine. Puis après ça, faire la surface 3. Sauf que nous, on a choisi de commencer par la surface 3 simplement pour des raisons pédagogiques, que c'est plus facile de faire la surface 3. Donc, c'est plus facile de faire des rainures et tout ça que venir faire la tête à léser et la piscine. Donc, c'est pas le meilleur choix d'usinage, mais pédagogiquement, c'était plus facile pour l'apprentissage de la fraiseuse. Admettons qu'on convient qu'on usine la surface 3 en premier. Bien, il faut s'assurer de bien respecter les cotes. Je vais juste copier ça dans un autre logiciel, ça va être plus facile. Donc, si, mettons, on vient ici, puis qu'on voit les cotes ici. Oups. Comme ça ici. Voyez-vous, les cotes des dimensions partent toutes de la référence ici. Oups, je vais changer de crayon. Ils partent toutes de la référence ici. Que ce soit les rainures, que ce soit le trou ici, on voit où ça part de la même rainure, de la même surface ici. Fait que c'est important de mettre ça sur le mort fixe. Faut en fait tout le temps faut le temps coter les références sur le mort fixe si on est capable. Puis ce serait une erreur de faire ce qu'on appelle les transferts de cotes. Voyez-vous, si mettons on dit, mettons vous dites, moi je vais absolument mettre ça sur le mort fixe ici, mais c'est facile, je vais juste prendre, au lieu de prendre 500 millièmes à partir du bas, mais je vais calculer c'est quoi la distance par rapport en haut. Fait que si on sait que ça, c'est le 2 pouces 850, moins 500, ça fait 2 pouces 350. Donc, on sait que la position du centre de rainure est à 2 pouces 350. Ça fonctionne de façon mathématique, si on veut. Mais dans les faits, il y a des tolérances associées au 500 millième. Le 500 millième, lui, c'est plus ou moins, je vais réduire un peu la taille du crayon si je suis capable, c'est plus ou moins 500 millième, plus ou moins 5 millièmes. Puis c'est la même chose pour ça ici, c'est plus ou moins 5 millièmes selon le dessin. Ça veut dire que la distance de là à ici, cette cote-là pourrait être, exemple, 2 pouces 846, puis être toujours bonne. Alors que si on dit que ça, c'est 2 pouces 846, bien là, cette cote-là, ça ne sera plus 2 pouces, ça ne sera plus 350. Ça devrait changer pour 3 pouces, pas 3 pouces, mais 2,346. Donc, la cote va changer un petit peu. Puis, s'il y a une erreur là-dessus, puis une erreur sur la position, bien, le final, ce ne sera peut-être pas plus ou moins 5 millièmes qu'on va avoir de jeu. Ça, on appelle ça les transferts de cotes, puis c'est une science. Vous allez le voir plus tard dans votre formation. Fait qu'on ne peut pas juste soustraire des valeurs comme ça en disant que on transfère les tolérances. C'est pas vrai. C'est des petites erreurs comme ça. Fait que on dit, peu importe la largeur de ce bloc-là, ben, en fait, il faut que le bloc respecte le plus ou moins 5 millièmes. Mais nous, on va dire, si on s'installe correctement, ben, on va juste dire que ça va être par rapport à cette surface-là, puis on va s'assurer qu'on a plus ou moins 5 millièmes, peu importe c'est quoi la distance de cette dimension-là ici. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça cote sur le mort fixe. Donc, la raison évoquée ici, pourquoi c'est important d'appuyer notre référence sur le mort fixe, c'était à cause d'une raison qui était d'ordre dimensionnel.
Par contre, il peut y avoir une autre raison qui va être d'ordre géométrique. Géométrique. Je m'explique. Supposons qu'on a une pièce, on a cette pièce-là justement qu'on a dessinée. Je vais juste la dessiner simplement. Là, on a un carré comme ça avec une rainure, comme ça ici, puis on a un trou. Je ne dessinerai pas les autres caractéristiques, mais juste ça comme ça. Quand on voit une pièce comme ça, mais il faut assumer qu'elle n'est pas tout à fait droite. Fait que, elle peut être, par exemple, un petit peu croche. Donc, par exemple, elle pourrait être un petit peu comme ça. Là, j'exagère, c'est sûr. Là. Un peu comme ça. Fait que si on dit, OK, on va prendre ça, puis on va le mettre dans, on va le monter dans un montage mort fixe. Mettons qu'on dit ça, c'est le mort fixe. Mort fixe. Puis on prend notre pièce, puis on vient la mettre dans l'étau. Fait qu'on s'en vient ici, puis on va l'accoter. C'est sûr qu'en le serrant, il va s'accoter sur le mort fixe. Ça va être quelque chose comme ça. Puis, en venant serrant le mort mobile, bien, le mort mobile, lui, c'est ça sa fonction un petit peu, en fait, c'est d'être mobile puis d'épouser la shape ou la forme de la pièce. Donc, le mort mobile, lui, il peut bouger en rotation un petit peu comme ça, puis il se déplace. Puis, c'est voulu, justement, pour qu'il y ait une meilleure surface de contact. Parce que sinon, on aurait une pièce, par exemple, qui pourrait être comme ça. Puis, si le mort mobile, il fait juste s'appuyer comme ça, ben c'est un petit peu moins solide. C'est pour ça que le mort mobile, il y a un petit jeu. Fait que mettons que ça s'est monté comme ça. On sait que quand on usine en se déplaçant par là, par exemple. Donc, la rainure, elle, quand elle va être faite, mettons qu'on souhaitait avoir une rainure, je vais la dessiner en vert, là. Mettons que la rainure, oups, je n'ai pas le bon vert. Si mettons qu'on souhaitait que la rainure soit ici, comme mettons, je vais la dessiner ici, cette rainure-là ici, mettons qu'elle était verte, là. Si mettons qu'on veut usiner cette partie-là, on la cote sur le mort mobile. Fait que oups. Fait que ça, on avait coté ça ici sur le mort. Oups, je le dessine en bleu. Si on l'avait mis sur le mort mobile ici, on ne dirait pas que ça pose une erreur parce qu'au dessin, tout est droit, tout est correct. Mais en réalité, ça peut ressembler vraiment à ça ici. Ben, un petit peu exagéré, là. Fait que ce qu'on va avoir dessiné, qu'on pense que c'est tout droit, en réalité, c'est comme ça. Donc, quand on va venir usiner, ben, la rainure va ressembler plus à ça, comme ça. Fait que quand on va venir, parce que c'est sûr, ça va usiner vraiment de façon parallèle au mort fixe. Donc, quand on va venir mesurer, bien, si on mesure de là à là, ça n'aura pas la même dimension que si on mesure d'ici à ici. Fait que voyez-vous, ça ne sera pas vraiment droit. C'est que ça ne marchera pas. Parce que ça peut fonctionner, mais on court après le trou parce qu'on n'assure pas une stabilité géométrique de la dimension. Alors que si la pièce était, si mettons je recommence ici, le mort fixe était comme ça, puis là je remets la pièce de la même façon, mais un peu de la même façon croche, comme ça, puis le mort mobile ici. Mais si la rainure avait été selon le mort fixe, comme c'est ici, bien l'usinage est vraiment parallèle au mort fixe. Donc, la cote par rapport au datum ici, elle aurait été respectée. Nous, on avait 500 millièmes, par exemple. Bien, on l'aurait respecté, alors qu'ici, ça va varier beaucoup parce qu'on n'est pas tout à fait droite. Fait que c'est important que la rainure ou les items, le datum, en fait, soit sur le mort fixe. Fait que c'est important pour des raisons dimensionnelles, comme on voyait ici, à cause du transfert de cote. Puis c'est important aussi pour des raisons géométriques, comme on vient de l'expliquer là. C'est sûr que si la pièce est parfaitement droite, ça ne change rien. Mais il ne faut jamais assumer que c'est tout à fait droit. Ça peut avoir la droite, mais ça ne l'est jamais. Donc, ayant ça en tête, on voit que les coordonnées, ben, on voit ici finalement que cette partie-là devrait être appuyée sur le mort fixe, qui correspond à la surface 6. Donc, si on va dans le plan dans le contrat de phase, voyez-vous, la surface 6 est ici. Donc, l'appui plan va être sur la surface 6. On usine la surface 3. Puis, on voit-tu ici? On usine la surface 3. Puis, les surfaces
faut compléter les surfaces selon la géométrie. Là. Le 6 est là, donc le 5 va être de l'autre côté, puis ainsi de suite. Fait que c'est pas le plus compliqué que ça, il faut s'assurer que les appuis-traits soient bons aussi. Maintenant, une autre particularité ici, mis à part le mort fixe, on disait que l'appui plan était F1. Pourquoi c'est comme ça? C'est qu'en fait, quand on regarde si on regarde le dessin ici, nous, ce qu'on souhaite, dans ce cas ici, c'est que la rainure soit parallèle à ça ici. Fait que c'est pas vraiment, on ne cherche pas vraiment une perpendicularité avec la surface, on veut qu'il soit parallèle. Parce qu'une rainure qui n'est pas parallèle, ça va paraître beaucoup, en fait. Ça peut être une raison d'esthétique, mais ça peut être aussi une raison fonctionnelle. La raison fonctionnelle, en fait, c'est vraiment le trou ici. Parce qu'habituellement, quand tu as un trou comme ça, là, il n'y a pas de cotation spécifique de mentionner, mais on peut croire que quand il y a un trou alésé comme ça, c'est pour un serrage avec un boulon, par exemple. Fait que si on va sur notre petit tableau, si, mettons, je vais faire une vue de coupe, mettons qu'on a une pièce comme ça, avec notre alésage pour laisser passer un boulon. Mais souvent, cette pièce-là va être fixée sur quelque chose, comme c'est ici. Fait que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une certaine perpendicularité entre l'axe du boulon puis la surface de contact ici. Donc, on veut que ça soit perpendiculaire. Donc, sachant que l'outil de la fraiseuse qui est comme ça va descendre de cette façon-là, bien, on veut s'assurer que, en fait, on sait que l'outil descend de façon perpendiculaire à la table, donc on veut que ce soit ça qui soit l'appui plan. Si on avait choisi l'appui plan sur le côté ici, ben, on aurait pu avoir une situation qui, si mettons la pièce est un petit peu croche, mettons comme ça, on se serait assuré que le contact soit sur ici. Nous, on aurait usiné avec une pièce, avec un forêt qui est comme ceci, qui aurait descendu en axe avec la table, sauf que le trou aurait été dans cet axe-là, ici. Puis si on met la pièce droite, si cette pièce-là, on la remet droite, bien, ça aurait fait au final une pièce qui est, si c'est fait ça, c'est parce que l'angle ici n'est pas 90 degrés, fait que ça aurait fait une pièce qui est, par exemple, une pièce qui aurait été un peu comme ça, mettons, avec un trou qui aurait été fait comme ça ici. Puis ça, c'est pas idéal parce que si on veut venir le fixer sur une table, comme ça ici, on souhaite avoir une perpendicularité. Donc, habituellement, dans les plans, il y a des contraintes où il y a des tolérances de perpendicularité dans les trous, tout ça, qui va nous aider à choisir c'est quoi l'appui plan. Mais juste en regardant le plan, s'il n'y a rien de spécial de mentionner, bien, on peut le faire comme on veut. On ne pourra pas se faire taper sur les doigts si on respecte les cotes. Mais comme ça, on peut voir, on peut assumer qu'on veut que ça soit perpendiculaire au trou. Donc, on est capable de choisir l'appui plan en conséquence. Fait qu'on a choisi l'appui plan comme ça, l'appui trait sur le côté, puis c'est ça. En fait, ça va être important de comprendre aussi que lors de l'usinage, on va venir prendre notre référence sur le mort fixe, puis après ça, on va trouver les dimensions ici là, pour arriver au code. Fait que toutes nos codes vont être par rapport au mort fixe. Maintenant, il reste la phase 50A, qui est l'usinage de la surface 6. En fait, on peut aller voir le plan, ça va être plus facile pour commencer. Fait qu'on voit ici dans le plan, je vais essayer de grossir un petit peu, on voit encore là, il faut faire attention où sont les cotes. Fait qu'on voit que les cotes sont les cotes de position de la rainure. En fait, la dimension de la rainure comme telle, pas de la rainure, mais de la piscine, est centrée sur elle-même. Fait que les cotes sont par rapport à elle-même. Fait que ça, c'est pas tellement un problème. Sauf que la position de cette cote-là par rapport au bar, c'est donné par rapport à A ici. Fait que ça, cette dimension-là est par rapport à A. La position du trou est encore par rapport à A. Donc, ça serait une bonne idée de mettre ça sur le mort fixe. Puis après ça, on a une position qui est le centre du trou qui est par rapport à ça ici. Puis la position de la rainure qui est par rapport aussi par ce côté-là. Fait que là, il faut s'assurer que nos datums soient et ici et ici.
Fait que si on va sur le contrat de phase, on peut revenir au plan vite. Fait que, voyez-vous, il faut que les cotes ils partent du côté, juste pour être sûr qu'on comprend bien, là, les cotes, le cercle, l'alésage n'est pas centré dans le bloc, fait que les cotes partent du côté le plus mince, puis partent du côté le plus épais en hauteur ici. Donc, si on vient au dessin, je vais grossir ça un petit peu. Tout. Fait qu'on disait que il faut que la position de la rainure est par rapport au côté le plus large ici, donc par rapport ici. Donc, c'est correct que ce soit appuyé sur le mort fixe. L'appui de trait va être en dessous pour assurer la bonne orientation de la pièce. Puis aussi, nos dimensions vont partir pour la position de ce côté-là ici, probablement en X. Mais pour le déplacement en X, bien, il va falloir qu'on s'appuie ici. Notre référence va être ici pour venir prendre les mesures par rapport à ici. Fait qu'on va être capable de positionner le bord de la rainure puis le centre du trou. Fait que si on respecte ces ordres-là, on va s'en tirer correctement. Le dernier onglet du contrat de phase, c'est le contrôle de qualité. C'est là qu'on vient mesurer la pièce puis qu'on inscrit les dimensions qu'on a. Donc, si on va sur le plan, il y a deux feuilles. La première feuille, c'est les dimensions qu'on avait tantôt, mais il y a une deuxième feuille qui est fournie avec des numéros de cotation, comme par exemple le 1 est ici, le 2 il est ici. Fait qu'il faut juste trouver. Donc, par exemple, dans le contrat de phase, on pourrait marquer ici, on mettrait 1. La zone, c'est la zone dans le dessin dans lequel elle se trouve. Fait que si on va dans le dessin ici, on voit que je vais descendre comme ça. Voyez-vous, la zone ici qui serait, c'est ici, c'est la zone C. Puis c'est la zone 8. Fait que tout ça ici, c'est C8. Tout ça ici. Là. Fait qu'on aurait juste à marquer ici la zone C8. Ça nous aide à retracer l'emplacement de la dimension. La dimension, on dit c'est 2.880, comme ça. La tolérance, c'est plus ou moins 5 millièmes. Pourquoi? C'est parce qu'il est avec 3 décimales, puis 3 décimales, on voit ici qu'à 3 décimales, c'est plus ou moins 5 millièmes. Donc, on pourrait marquer plus ou moins 5 millièmes. Pour marquer le plus ou moins, j'ai appuyé sur la touche ALT à la gauche de la barre d'espace et sur le clavier numérique, j'ai appuyé sur 241. Ça fait la touche plus ou moins. Là, si mettons, nous on a 2.800, je sais pas, 45, c'est ce que vous avez mesuré. La déviation, ça c'est la différence entre de combien tu dépasses la tolérance. Fait que voyez-vous ici, mettons, je vais mettre 247, mettons. On avait le choix, on avait le droit d'aller entre 245 puis 255. Je recommence. On avait le choix d'aller entre 2.845 puis 2.855. Nous, on est à l'intérieur des tolérances, donc la déviation ici, on ne met rien. On peut mettre un non applicable ou un tiret, peu importe. Oups, pas ça, mais juste un tiret ou peu importe. Si par exemple on avait eu 2.843 par exemple, le minimum qu'on peut avoir c'est 2.845. Donc la déviation ça aurait été de 2 millièmes parce qu'on a dépassé de 2 millièmes la tolérance maximum qu'on avait le droit. Le code il est écrit en bas ici. Donc si c'est à l'intérieur des tolérances, bon, on met accepter. Si c'est à l'extérieur des tolérances, mais on peut le raisonner. Par exemple, s'il y a une épaisseur qui est trop épaisse, on dit, hey, on le jettera pas. On va marquer U pour usiner, c'est-à-dire qu'on peut le réchapper la pièce en le réusinant. Mais si on fait un trou, exemple, qui est trop gros, ben on peut plus le grossir, ben là, on va marquer R pour rebuter. Donc, c'est ça le code. Ici, on indique quel instrument de mesure qu'on a choisi. Puis, la remarque, ben, c'est des notes personnelles que vous pouvez, pour communiquer soit avec nous ou pour une note personnelle à vous. Fait que vous n'êtes pas obligé de le marquer, mais c'est de quoi à marquer, c'est là que ça se passe. On disait que c'est important d'imprimer les pages pour les apporter à l'atelier. Donc, pour imprimer, c'est pas trop compliqué. On va dans l'onglet Fichier. On va dans Imprimer. Puis là, il faut choisir si on veut imprimer le classeur entier. Voyez-vous, ici, on imprime les 10 pages. Ou on aurait pu choisir, par exemple, de dire, moi, je vais imprimer la surface B. Là, j'appuie sur CTRL pour choisir les surfaces que je veux. Mettons, je vais imprimer ces 3 pages-là. Fait qu'ici, dans Imprimer, bien, on irait imprimer les feuilles actives. Puis on aurait juste les 3 pages que j'ai choisies. Mais supposons qu'on veut imprimer le classeur entier. Bien, on regarde si
on regarde les 10 pages, voir s'ils sont toutes belles. Tout semble correct. Ça va bien. Oups, voyez-vous ici la page, la sous-phase 30F, il y a une erreur dans le format d'impression. Fait qu'on peut regarder les autres. On va retenir 30F. Le reste semble correct. Donc, si on sort d'ici et on va dans 30F, 30F ici, voyez-vous, il y a plusieurs façons d'afficher la page. On peut être normal, d'habitude c'est la façon qu'on voit normalement, mais on peut aussi afficher avec saut de page. Puis voyez-vous ici, on voit vraiment que la page 1 est délimitée par ça ici. Fait qu'on peut mettre le curseur sur la limite, puis on peut l'étirer comme ça ici. Fait que là, la page 1 va être imprimée correctement. Si on souhaitait, pour une raison quelconque, d'imprimer juste cette partie-là, on pourrait mettre en surbrillance cette partie-là. On va dans mise en page, puis on fait zone d'impression. Puis on va définir la zone d'impression comme ça. Si on la définit, bien, ça va être juste ça qui va être imprimé, voyez-vous. On le voit comme c'est ici. Mais on peut la rétablir facilement en annulant la zone d'impression ou en simplement étirant ça comme ça. Donc, les zones devraient être correctes. Fait que si on va ici, puis on va dans imprimer, mais si on regarde l'onglet 30F, bien, tout va être correct. 30F est ici, puis tout est beau. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, les contrats de phase, c'est quoi? Bien, c'est une recette, un protocole qu'on se fait, on pense à notre affaire avant d'aller sur le plancher de l'usine, puis on prévoit les étapes qu'on va faire. Pourquoi qu'on fait ça? Bien, ça évite les erreurs. Justement, en prévoyant, en ayant pensé à ce qu'on s'en vient faire, bien, on peut éviter les erreurs qu'on aurait faites en usinant. Des fois, on usine, on peut dire, oups, il est trop tard, j'aurais dû faire ça avant. Bien, si tu fais ta recette, si tu penses à ce que tu as à faire, une grosse partie des erreurs sont évitées. Ça allège l'usinage, parce que quand ta recette est bonne, quand tu es sur le plancher en train d'usiner, tu as juste à penser à prendre tes zéros, à bien fixer ton étau, à faire attention à ne pas te faire mal, en fait. Donc, toute la partie conception est déjà toute faite. Fait que ça, c'est déjà un stress de moins. Aussi, ça aide à planifier le travail. Donc, ça peut te dire quel outil tu vas avoir besoin, quelle sorte de montage que tu vas faire, les sortes de brides. Donc, ça planifie le travail. Puis, c'est quoi les priorités? Bien, en fait, la première priorité, c'est la solidité du montage. Fait que c'est bien beau parler des appuis-plans, appuis-traits, puis tout ça, mais il faut que la pièce tienne. Fait que selon l'effort de coupe, selon les paramètres d'usinage, bien, il faut s'assurer que tout tienne. Fait que ça, c'est la priorité numéro 1. Après ça, c'est le respect des datums. Ce que ça veut dire, bien, en fait, c'est comment on va placer la pièce. Justement, les appuis-points, appuis-plans, est-ce qu'on est haut, on est bas sur les parallèles. Fait qu'en fait, c'est l'isostatisme qu'il faut respecter. Puis l'isostatisme aussi, bien, vient aussi avec les datums contre les appuis. Donc, on voyait que c'était pas une bonne idée d'avoir un datum sur un membre mobile parce que ça nuisait au respect de la géométrie. Donc, il faut vraiment que les datums soient contre les appuis, soit contre le mort fixe, soit contre les parallèles en dessous, mais contre des appuis. Ben, j'espère que c'est clair.